on a envie d'avoir un livre, alors on l'écrit. Peut-être ce qui entraîne ce sens du suspense, Oui, l'autre jour j'étais à la foire du livre à Paris et il y a une jeune femme qui m'a dit quelque chose de très très joli. Elle m'a dit, dans ma famille, on vous appelle le toboggan. Je dis pardon. Elle me dit parce que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter, on va jusqu'au bout, comme quand on monte sur un toboggan. Donc voilà, je suis un auteur toboggan. Alors disons que vous avez repris l'écriture donc autour de la trentaine. Oui. Et vous avez rapidement connu un succès important, un succès à la fois de la part du public et à la fois de la part de la critique, ce qui est quand même plutôt rare. En général, ce sont deux secteurs qui se croisent peu, hein, il faut le dire. Alors moi, la première question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui a amené ce déclic chez vous? Donc, vous avez parlé d'Arsène Lupin, mais après, quel a été le déclic qui vous a ramené vers l'écriture? Est-ce qu'il y a eu un événement dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu qui vous a poussé à écrire? En fait, moi, j'ai été diagnostiqué écrivain par tous mes proches et par mes professeurs avant même que je décide d'être écrivain. C'est-à-dire, chaque fois que je prenais la plume, les gens disaient c'est formidable, etc. Voilà, quand j'avais 16 ans, j'avais passé le concours général, vous savez, on présente le meilleur élève d'un lycée dans une matière, et donc j'avais eu le concours général de français, j'avais été reçu par M. Giscard d'Estaing à l'Élysée à l'époque. Donc voilà, tout le monde me trouvait des dons, et moi, je ne pensais qu'à la musique. Voilà. J'étais au conservatoire, je composais un peu, je faisais du piano, j'en fais toujours. Et je ne rêvais que de musique, parce que c'est l'art que je préfère le plus. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour me rendre compte que j'aimais plus la musique que la musique ne m'aimait. C'est-à-dire que je n'étais pas aussi doué que j'aurais voulu l'être. Même que écrivains comme ça. Voilà. Et par contre, ce que je faisais un peu par-dessus la jambe ou de façon cavalière, c'est-à-dire écrire, par contre, me valait vraiment l'approbation constante des autres. Donc au bout d'un temps, j'ai cédé au diagnostic des autres en me disant de toute façon, il s'agit de créer. Alors je ne serai pas un créateur de musique, mais je serai un créateur d'histoire, qu'elle soit sur scène ou sous forme romanesque, etc. Donc j'ai mis un certain temps à consentir au fond à ma vocation. Elle s'est présentée à la porte plusieurs fois, elle a tapé plusieurs fois, et puis un jour j'ai dit bah oui, c'est ça que je dois faire. Et je pense qu'on a tout ça dans notre vie, parce qu'on commence par admirer. Alors on voudrait être ce qu'on admire, mais ce qu'on admire, est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on est capable d'être ça? Et donc voilà, c'est la phrase de Nietzsche, deviens ce que tu es. Alors comme chacun de nous, j'ai dû apprendre à devenir ce que j'étais, et puis j'ai envie d'ajouter la phrase de Gide, il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Donc voilà, après une fois qu'on accepte, je me dis bon, c'est clair, je suis un écrivain, et mon envie de création passera par l'écriture. Après, il faut se mettre au travail. Et après, c'est comme on dit, quand on est tombé dans la marmite, c'est pour la vie. Oui, mais au fond, comme vous dites, moi j'ai publié à partir de 30 ans, et alors que j'écrivais depuis toujours, j'ai écrit naturellement comme on respire. Mes parents m'ont toujours vu écrire des histoires. Au lycée, à l'atelier théâtre, je remontais déjà les pièces que j'écrivais, etc. Donc j'en écrivais un spontané. Mais au fond, le détour par les grandes études m'a beaucoup servi. Finalement, je ne regrette pas ce temps que j'ai passé à faire des études, parce que j'ai été en classe préparatoire, Hippocagne-Cagne, puis ensuite à l'école normale supérieure, la rue d'Ulm. Je suis rentré en lettres classiques, donc j'ai poursuivi en philosophie. Après, je suis devenu agrégé de philosophie, puis docteur en philosophie, puis professeur à l'université. Et c'est le seul métier que j'ai jamais exercé d'ailleurs. J'ai exercé 5 ans, parce que le succès m'a rattrapé, mais le seul métier que j'ai exercé, c'est le métier de professeur de philosophie. Justement, c'était ma prochaine question. L'enchaînement est parfait, parce que vous êtes aujourd'hui un des auteurs francophones les plus traduits et les plus lus au monde. Donc c'est un succès considérable. Et donc ma question, c'était simplement, qu'est-ce que ce succès a changé dans votre vie, outre le fait que, bien entendu, vous n'avez plus enseigné, je suppose? Oui, bah, au restaurant, je prends entrée, plat et dessert. C'est d'ailleurs un problème. Écoutez, moi, le succès m'est tombé dessus sans que je l'ai attendu et désiré. C'est assez agréable, finalement, parce que ça évite l'aigreur, ça évite l'impatience, ça évite... parce que je trouve que beaucoup d'écrivains sont malheureux.
parce qu'ils ne gagnent pas tous la reconnaissance, et c'est très injuste la reconnaissance. Il y a beaucoup de facteurs de hasard, je le sais. Donc moi j'ai eu cette chance d'être reconnu très vite, et puis d'être ensuite surtout reconnu à l'international, très vite. Parce que, alors là j'ai compris pourquoi avec le temps. J'ai compris pourquoi avec le temps, parce que finalement ce que je peux apporter à l'étranger apparaît comme très français. C'est-à-dire un mélange de légèreté et de gravité, un mélange d'enracinement dans une culture qui est ma culture philosophique, ma culture d'homme de lettres classiques, enfin bon, etc. Je ne vais pas me vanter. Et en même temps, une apparence très, voilà, une amabilité. Vous voyez, dans l'écriture. Et alors ça, c'est très français. Par exemple, en Allemagne, un auteur qui peut écrire une pièce philosophique comme par exemple Le Visiteur ou Hôtel des Deux Mondes, ou un roman comme La Part de l'autre, mon roman sur Hitler, un auteur comme ça va montrer tous les signes du sérieux. Moi, je continue à être ludique, à être joueur, à m'amuser en faisant ça. Et ça, à l'étranger, ça paraît une chose très française depuis des siècles. C'est-à-dire le mélange de gravité et de sérieux, de légèreté et de profondeur. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Je crois aussi que ça tient aux thématiques que vous abordez, peut-être, qui sont quand même relativement universelles. Oui, c'est vrai. Je crois que on prend n'importe quel pays à l'autre bout du monde, finalement les rapports humains, ça reste des rapports humains, les rapports amoureux, ça reste des rapports amoureux. Et il me semble que c'est ça aussi la part de votre succès. Il y a ça, et même quand je parle par exemple d'une religion, comme dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, que je vais jouer ce soir, je me souviens, quand le livre était paru en pays arabe, c'était en Égypte, je suis allé au Caire pour la sortie du livre, et j'avais rencontré, j'étais invité par le congrès des écrivains musulmans. Et ça a été assez chaud d'ailleurs comme discussion, parce que il y en a qui m'ont dit, mais comment osez-vous, vous qui n'êtes pas musulman, avoir un personnage principal musulman? Donc j'ai dit, pourquoi? Faut être noir pour être antiraciste? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? J'ai dit, je m'intéresse comme un humaniste à toutes les religions du monde, donc à celle-ci aussi, et j'essaie de voir ce qui peut me nourrir et m'intéresser aussi dans cette religion. Et puis surtout un autre, qui pourrait aller dans votre sens, un poète syrien, le pauvre, m'a dit, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez présenté, avec Monsieur Ibrahim, un sage qui est soufi, hein, c'est-à-dire que cette dérive mystique et dansante, puisque les derviches tourneurs prient en tournant. Le soufi que vous avez présenté, il est un sage reconnaissable comme sage dans n'importe quelle culture. Et effectivement, c'est là qu'on rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, même quand j'ai présenté par exemple, oui, un soufi qui devient le mentor d'un petit garçon juif dans les rues de Paris en 1960, je vais faire en sorte qu'il soit, oui, bien tout à fait musulman, et en même temps que sa sagesse soit reconnaissable par un Chinois, par un Japonais, par un catholique, etc. Donc il y a toujours une volonté de rejoindre l'universel, en partant d'un particularisme. Alors, si vous permettez, j'aimerais qu'on aborde maintenant vos rapports avec le cinéma. Oui. Parce que, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran a été adapté au cinéma avec Omar Sharif dans un rôle principal. Oui, c'est un film de François Dupeyron et Omar jouait. Voilà. Il a d'ailleurs récolté des prix dans le monde entier. Il a eu un César. Il a eu un César, il a eu un Lion d'Or à Venise. J'étais avec lui pour le Lion d'Or. 20 minutes d'applaudissements debout. C'était drôle d'ailleurs. C'est un film remarquable. C'est un film de sensibilité, très joli. Compris jusque dans la lumière, tout. Ouais. C'est un film très réussi. Vous en avez vous-même réalisé, Odette Tout le monde. Mon premier film, Odette Tout le monde, avec Catherine Fro et Albert Dupontel, et le deuxième, Oscar et la Dame Rose. Oscar et la Dame Rose. Alors, je voulais savoir quels sont vos rapports avec le cinéma. Comment ça se passe, par exemple, quand un réalisateur vous contacte? C'est non. C'est non. Au début de ma carrière, on a fait un film d'après une de mes pièces. La pièce c'était Le Libertin. Et ça avait été joué au théâtre magnifiquement par Bernard Giraudot. J'ai eu plusieurs fois Bernard Giraudot comme interprète. Et je pense que la pièce était élégante et suggestive
et spirituel, et le film qu'on en a tiré est exactement tout le contraire. Donc à partir de ce jour-là, je suis devenu très psychorigide et toutes les semaines, on me demande des droits d'une... Tant que j'ai pas besoin d'argent, je dis non. Il y a des moments où je suis limite de dire oui, mais pour l'instant je dis non. Puis ça vient du monde entier, mais parce que je me méfie. Vous savez ce que disait Jérôme Lendon, le patron des éditions de Minuit, oui, à ce sujet? Il disait l'idéal, c'est de vendre le roman au cinéma pour que le film ne se fasse pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'ils payent le droit de faire le film et puis ça s'écroule et vous récupérez les droits et vous gardez l'argent. Ça arrive relativement souvent. Mais même ça, je ne le fais pas. Vous voyez, la vertu absolue qui est la mienne. Non, parce que c'est mes enfants, mes livres, mes pièces, j'y tiens. Et il y a un truc, il y a un comportement assez pervers dans le cinéma, c'est que ça va toujours être un producteur qui va vous aborder. Mais le producteur va vous dire, voilà, je vous achète les droits de votre livre, et puis je vais faire un film. Et je dis, non, moi je veux parler au metteur en scène. Qui va faire le film? Mais il me dit, on verra plus tard. Mais je dis, on verra rien du tout. Je ne peux donner mon bébé qu'à un autre artiste. Ça a été le cas avec François Duperron pour Monsieur Ibrahim. Il y avait plein de cinéastes qui voulaient faire Monsieur Ibrahim, et j'ai choisi François Duperron, parce que je savais que c'était un humaniste, j'aimais ses films, j'avais vu La Chambre des officiers qu'il avait fait, qui est un magnifique film, j'ai aimé quasiment tous ses films, et je me suis dit, voilà, lui il va pas seulement acheter un livre, il ne va pas acheter un titre, il ne va pas acheter un succès, il va vraiment vouloir faire ce film-là, donc j'ai confié mon enfant à une nourrice en qui j'avais confiance. Le film est très fidèle. Et très fidèle. D'ailleurs, je suis même crédité pour les dialogues parce que très élégamment, et c'est très rare, vous savez, dans ce métier, François Duperron a écrit le scénario. Moi, j'ai dit je ne veux pas écrire le scénario. Alors justement, c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez le droit de regard au niveau du dialogue, du scénario Alors moi, j'ai un truc spécial, c'est que comme le film Le Libertin qu'on avait fait me déplaît profondément, donc soit je dis non, soit j'impose comme condition, et c'est rares fois où ça s'est fait, dans mon contrat, il y a que si le film ne me plaît pas, il y aura au générique de début librement trahi du livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc autant vous dire que soit ils ne signent pas, soit ils ont peur. Et là, François Duperron, donc, je dis non, moi je ne veux pas adapter parce qu'il faut que ce soit ton film. Et pas le... Moi j'ai fait mon livre, maintenant tu fais ton film. Et il m'a rappelé après en me disant voilà j'ai fini, il m'a fait dire, j'avais le droit de regard bien sûr, et il m'a dit est-ce qu'on peut dire que les dialogues sont de toi, parce qu'il a dit je ne suis pas arrivé à faire de meilleurs dialogues, donc il avait repris exactement les dialogues du livre, et donc il y avait cette fidélité-là aussi. Donc comment en êtes-vous arrivé finalement à la réalisation? À quel moment êtes-vous passé à décider de vous dire là c'est moi qui vais faire ce film? Parce que c'est compliqué de faire un film. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver un producteur, il faut... Oui. Ça s'est un peu fait par hasard, mon premier film. C'est-à-dire que c'est un producteur qui avait acheté une de mes pièces, et puis il n'arrivait pas à monter le projet parce que c'était Frédéric ou le boulevard du crime. La dernière pièce qu'on va jouer, Jean-Paul Belmondo, il a fait ses adieux avec cette pièce-là, c'était en 98. Et un producteur avait acheté ça, et puis tout d'un coup, tout le monde a dit on ne peut plus faire de films en costume, parce que tous les films en costume qui étaient apparus sur les écrans avaient fait des flops. Vatel, avec Depardieu, etc. C'est aussi bête que ça, le cinéma. Et il me dit, est-ce que tu ne pourrais pas transposer l'histoire de nos jours? Je lui dis, c'est bien, c'est sur Frédéric Lemaître, personnage du 19e siècle, personnage des enfants du paradis, etc. Je me demande comment je vais mettre ça au 21e siècle, quand même, ça me paraît un peu... Et je lui ai dit, voilà, je préfère te donner un autre scénario. Et puis, il me connaît bien, donc il m'a enfermé il a un château en Touraine. Il m'a enfermé dans son château. C'est vrai que si on ne m'enferme pas, j'écris pas. Il m'a enfermé, parce que j'ai toujours plein de trucs à faire. Et il m'a enfermé dans son château, donc au bout de 10 jours, je suis redescendu avec le scénario fini. Et c'était au-delà de tout le monde. Et puis bon, voilà, moi j'étais content, on était quitte, etc. Et puis il le présente à des metteurs en scène, et puis chacun dit oui, je veux le faire. Et alors l'un voyait un drame social, l'autre voyait
un film poétique, l'autre voyait un film musical, l'autre voyait une pure comédie, et aucun ne voyait tout à la fois. C'est un mélange des trois. Oui, absolument. Voilà. Aucun ne voyait tout à la fois. Et donc je me suis j'ai dit non, enfin c'est quand même incroyable, ils sont tous en train de diminuer le truc. C'est pas que c'est un chef-d'œuvre, mais il faut le faire comme c'est fait, quoi. Et il faut que ça soit léger, il faut que ça soit comme Odette, quoi. Dès qu'elle est heureuse, elle s'envole, quoi. Et je sentais un esprit, une lourdeur, un esprit de sérieux. Et alors voilà, un de mes proches a dit, et si tu le faisais toi? Et alors, comme d'habitude, quand je vais faire quelque chose, j'ai piqué une colère. En disant oui, il faut que je fasse tout, etc. Et puis une heure après, j'ai appelé le producteur, on me disait, et si je faisais le film? Et il m'a dit, mais ça sera beaucoup plus facile à produire. On va retrouver l'argent plus facilement. Alors j'ai dit, pourquoi me priverais-je? Et donc j'ai fait le film, en attendant tous les jours sur le plateau, j'attendais l'huissier qui allait venir pour me dire, bon, vous êtes très sympathique, mais on va mettre quelqu'un de professionnel à votre place. Puis non, l'huissier n'est jamais venu. Quand j'ai avoué ça à Catherine Fro et Albert Dupontel à la fin, ils m'ont dit, mais jamais une seconde on a pensé que ça pouvait arriver, tellement tu étais à l'aise pour faire ton film. Moi j'avais beaucoup travaillé, hein. J'avais acheté une bibliothèque entière des livres qu'on lit quand on fait des études de cinéma. C'est l'avantage d'avoir fait des grandes études, on a un laser et puis on absorbe le corpus qu'il faut. Cela dit, la direction de l'acteur, on a beau lire des livres, il me semble que non, c'est opaque. C'est vrai. Et ça, c'est un rapport humain. Voilà. Et si vous aimez l'humain, ce qui est mon cas, on peut arriver à faire quelque chose. Donc je vais vous poser la même question pour le théâtre. On va passer du cinéma au théâtre. Est-ce que vous avez tout de même acheté un théâtre? Oui. Le théâtre Rive Gauche à Paris. J'ai trouvé un moyen élégant de me ruiner. C'est une sacrée aventure, un théâtre privé, de gérer un théâtre privé aujourd'hui. Une prise de risque, un investissement lourd. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? D'abord, j'avais pas besoin d'acheter un théâtre pour me faire jouer, hein, puisque j'ai été joué depuis 20 ans dans le monde entier et partout dans les beaux théâtres à Paris, et surtout mes théâtres préférés, la Comédie des Champs-Élysées, Montparnasse et Marigny. Au théâtre Marigny, j'ai fait 6 pièces. Et bien, quelque chose a changé. Quelque chose a changé dans le monde du théâtre, c'est lié à la crise actuelle. Moi, j'avais eu un grand bonheur, c'était qu'il y a 3 ou 4 ans, la fondation Anne Frank, vous savez, qui est à Bâle en Suisse, qui gère les droits du journal d'Anne Frank, parce que le père d'Anne Frank, Otto Frank, n'a jamais voulu gagner de l'argent sur le journal de sa fille, et donc il a tout de suite créé une fondation. Et voilà, le journal d'Anne Frank a fait une audition internationale de dramaturges qui avaient une carrière mondiale. On était 10 ou 12, j'ai pas le droit de dire les noms des autres, c'est dommage d'ailleurs. Et on est en privé, là. Il n'y a pas de journaliste. Non, j'ai signé. Ils sont venus nous voir, ceux qui avaient dit oui, en disant qu'est-ce que vous feriez si vous adaptiez le journal d'Anne Frank au théâtre. Moi j'aurais raconté mon point de vue, qui est devenu la pièce. Et j'ai appris, 2 mois plus tard, que j'étais celui qui était choisi pour ce projet, etc. etc. Donc j'étais très ému et puis honoré, parce que le journal d'Anne Frank est une œuvre que j'ai lue plusieurs fois dans ma vie et qui me révèle toujours des sucs et des substances différentes au fur et à mesure du temps. Et donc j'ai écrit ce journal d'Anne Frank. Ça doit d'abord se créer à Amsterdam, puisque comme vous savez, Anne Frank écrivait en néerlandais. Et puis ça ne se crée pas à Amsterdam pour des raisons compliquées de production, etc. Et je dis chouette, je vais le créer en France d'abord, dans la langue originale, où moi je l'aurais écrite. Après ça sera dans les autres langues partout ailleurs, mais d'abord dans ma langue. Et puis je vais voir les directeurs de théâtre de Paris, avec qui j'avais plutôt fait des succès quand même. Et je leur propose le journal d'Anne Frank. Et ça a été non. Tout le monde a dit non. Alors en même temps, jamais on m'avait autant complimenté. C'est-à-dire quand on vous dit non, on vous explique que vous avez fait un chef-d'œuvre. Avant, j'avais fait des merdes, mais ils avaient joué. Là, vous avez fait un chef-d'œuvre, c'est magnifique, mais non, vous savez, la crise. 9 personnages sur scène, des décors. Oh, puis c'est triste quand même, hein, etc. Oh, puis on en a déjà beaucoup parlé, il ne faudrait pas que ça fasse toute chose insupportable à entendre.
Et ça mais la crise, beaucoup, la crise, les gens veulent rigoler, comme si les gens étaient devenus décérébrés parce que, non, avoir des grandes émotions et réfléchir, c'est aussi important que de rigoler. En plus, moi, j'ai jamais été un auteur comique à proprement parler. J'ai de l'humour, mais je suis pas un comique, donc c'est pas nouveau. J'ai jamais, bon, j'écris pas mon cul sur la commode. Je veux dire, c'est comme le genre de pièce. Je peux m'asseoir sur une commode pour écrire, mais et ça m'a tellement exaspéré que j'ai acheté un théâtre. Et je l'ai ouvert avec le journal d'Anne Frank, Francis Huster, jouant Otto Frank, la petite Roxane Durand qui avait été découverte dans le ruban blanc de Haneke, jouant Anne, et puis une très belle troupe de comédiens. Et on a eu raison de parier sur l'intelligence et la profondeur des gens, puisqu'on a fait 220 représentations d'une pièce dont personne ne voulait, et qui racontait quelque chose quand même d'intéressant à entendre, et avec en plus un public absolument multigénérationnel. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des gens qui avaient vécu la guerre, et qui repartaient en boucle, et puis des enfants qui avaient l'âge d'Anne, 12-13 ans, et qui découvraient à travers cette annexe où sont enfermés tous ces personnages pendant la guerre, la réalité une des réalités de la guerre. Et donc c'était merveilleux. Donc voilà pourquoi j'ai acheté un théâtre. Et alors maintenant, il faut nourrir la bête. Alors j'écris d'autres pièces, et puis je prends parfois des pièces d'autres auteurs, mais ça y est, maintenant le bébé est dans mes mains, je suis obligé de m'en occuper. Voilà, donc justement, vous dites que votre théâtre est consacré à la création contemporaine. Oui. Ça aussi, c'est notre pari, parce qu'il est plus facile de remplir une salle avec soit une comédie, comme vous disiez, que je recommande, soit avec du Molière, du Shakespeare. Là, on est à peu près sûr de remplir la salle, mais avec du théâtre contemporain, c'est quand même un petit peu moins simple. Ben oui, monsieur. Qu'est-ce qui fait la programmation? C'est vous qui faites la programmation? Complètement, oui. Oui. Enfin, oui, seul. Oui. Moi, je m'occupe pas de l'administratif, je fais l'artistique. Oui. D'accord, donc vous voyez les spectacles que vous programmez? Non, je lis les pièces, je reçois des artistes qui veulent faire un projet, et puis moi, je nourris la bête aussi, c'est-à-dire je décide d'écrire telle chose ou telle chose. Voilà. Donc, mais en même temps, moi, je vais continuer à aller dans d'autres théâtres. À la rentrée prochaine, j'ai une nouvelle pièce qui s'appelle Si on recommençait, qui va être jouée à la Comédie des Champs-Élysées, par Michel Sardou et toute une troupe de comédiens. C'est une création que je fais pas dans mon théâtre, parce que mon théâtre est trop petit pour prendre Michel Sardou. C'est une chose que je comprends. 400 places. Donc c'est vrai qu'en 400 places, je ne peux pas payer Michel Sardou. Donc on est allé dans un plus grand, mais moi je ferai 2 créations à la rentrée, une avec Francis Huster, on est en train de chercher quoi, et puis une pièce rien qu'avec des jeunes aussi, que je ferai à la rentrée. Voilà. Donc, il nous reste quelques minutes. Moi, j'aimerais qu'on parle quand même de votre dernier roman que j'ai lu pour préparer. Enfin, je ne sais pas si c'est le dernier, en tout cas le dernier publié, je crois. Plus récent. Les perroquets de la place d'Alexandre. Donc là encore, on est dans votre thème de prédilection, sur les rapports humains, les rapports amoureux, etc. Moi, je trouve que c'est un roman particulièrement ambitieux par rapport à non pas à ce que vous aviez fait avant, mais sur des textes plus courts, en tout cas au niveau du volume et du foisonnement de personnages, c'est une ambition de départ plus importante. Architecturalement, c'est plus ambitieux. Ça. Parce que vous savez, c'est très difficile de réussir quelque chose de court. Aussi. Oui, absolument. Réussir une nouvelle, par exemple, on voit bien quand on les lit, c'est pas à la portée de tout le monde. Écrire court, ce n'est pas écrire paresseux. Écrire court, c'est écrire autant que quand on écrit long, mais je crois que c'est le travailler jusqu'à... Oui, c'est faire le risotto, quoi. Ça prend du temps. Faut réduire. Et c'est vrai, entre un texte court comme Monsieur Ibrahim ou Oscar et la Dame Rose, mais qui sont des concentrés, vraiment des concentrés d'expérience humaine, mais c'est parce que le sujet... Voilà, moi quand je suis en face d'un sujet, je me dis, pour que ça soit bien, est-ce qu'il faut que ça soit court ou long? Et j'obéis. C'est-à-dire le sujet commande. Si le sujet me dit qu'il est, par exemple, une fresque historique, comme mon roman La part de l'autre sur Hitler, voilà, moi le premier jour où j'ai commencé à écrire La part de l'autre, je me suis dit, zut, j'en ai au moins pour 400 pages. Alors que dans ma tête, c'était un petit livre brillant de 100 pages. Et puis non, il faut faire vivre Vienne, il faut faire vivre l'Allemagne, il faut faire vivre le siècle de Hitler et le siècle sans Hitler, puisque c'est le sujet de ce livre. Donc tout d'un coup, on obéit au sujet. Quand j'écris Oscar ou Monsieur Ibrahim, je me dis, pour que ça soit percutant, il faut que ça soit court. Pour que ça touche le cœur, il faut que ça soit presque elliptique.
Donc c'est le fond qui C'est conditionne le la fond forme. qui conditionne la forme, voilà. Et là, les perroquets de la Place d'Arezzo, c'est effectivement c'est un livre, un roman sur les relations amoureuses. Oui. Alors justement, moi j'ai trouvé ça très drôle. Notre point de départ, c'est, enfin, il y a beaucoup de personnages dans ce roman, il y a une espèce de foisonnement qu'on suit en parallèle à travers 4 parties différentes du roman. Et tous ces personnages sont mis en interrelation, on peut dire, par un inconnu qui leur adresse une lettre, un mot, qui dit ceci. Ce mot, simplement pour te signaler que je t'aime, signé tu sais qui. Donc quand on reçoit ce genre de mots, évidemment, on se fait tout de suite un film. Hein, je crois, chacun, imaginez-vous recevoir ça. Voilà, chacun, hein, voilà. Et donc, parfois il y a des erreurs, ils se trompent, c'est pas le bon. Ils croient que c'est un tel qui l'a écrit, mais non, c'est pas lui, etc. Donc, bon, on ne va pas évidemment s'attarder sur tous les personnages, ils sont très nombreux, mais moi il y en a 2 qui m'ont particulièrement intéressé, si vous permettez. Il y en a un qui est un homme politique brillantissime, qui est destiné à devenir Premier ministre de la Belgique. Donc j'ai oublié le nom, excusez-moi, le nom dans le roman. Dans le roman, Zachary Biderman. Voilà. Et qui fait furieusement penser quand même à un certain ministre français qui a été impliqué dans une affaire de mœurs, le ministre Pascal, on n'a pas le nommé. Au moment où il s'apprêtait finalement à participer aux primaires socialistes, descendu en flammes par une affaire de procès. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir si ça vous a inspiré ou pas. C'est pas ça. Mais dans la sexualité, il fallait que je mette la sexualité du politique, parce que c'est une sexualité à part. On oublie ça. Non mais c'est vrai. Moi, ça m'a toujours fasciné le lien de l'érotique et de la politique. Là, vous le prenez sur le ton de la drôlerie. Dans tout le livre aussi. Hein. Oui, mais c'est pas tout à fait ça quand même, parce que vous dites à un moment, je suppose que c'est vous, c'est le narrateur qui dit ça, il faut déconnecter la vie sexuelle d'un individu de ses capacités ou de sa force de travail. Oui. Je crois que c'est ça le fond de votre raisonnement par rapport à ça, c'est ça. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça c'est possible par rapport à un homme public? Je veux dire, si vous voulez parler précisément de ministre Oscar, mais je précise qu'il n'est pas le héros de mon roman. Zachary Biderman, je l'ai fait à partir des multiples hommes politiques que je connais. Ça fait 20 ans que le fait d'être connu ou reconnu me permet de... J'étais invité par tous les présidents ou les candidats à la présidentielle, parce qu'ils veulent toujours foutre des gens dans leur équipe. Moi, évidemment, je me refuse à chaque fois, mais j'accepte toujours le dîner ou le déjeuner parce que j'adore aller au zoo et regarder les bestioles. Donc, je peux vous dire que vous reconnaissez DSK, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres clés dans ce personnage. Et puis je suis toujours aussi fasciné par les femmes qui sont avec des hommes politiques, parce qu'ils peuvent parfois être d'une laideur épouvantable, et on voit des femmes sublimes avec des tons. Et donc ça veut dire qu'il y a le pouvoir érotise aux yeux de certaines femmes, certains hommes. Donc ça fait partie des mystères de la séduction quand même. Donc comme c'est un livre sur la séduction, etc. Donc à un moment j'essaye d'analyser sa séduction dans un des chapitres. Tout ça pour dire quoi? Vous vouliez me mener sur... ce que vous voulez. Est-ce que vous avez... je ne sais pas. Peut-être je vais... Ah oui, non, la compétence et la sexualité. Oui, ça c'était un sujet intéressant. Non, mais par exemple, pour reprendre le cas de ministre Oscar, c'est pas parce qu'il a des comportements sexuels qui sont hors normes qu'il cesse d'être un excellent économiste. Là, je trouve que le puritanisme devient imbécile quand tout d'un coup on dit on ne doit pas écouter cet homme après ce qu'il a fait avec telle ou telle femme. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas réduire un individu à un seul de ses comportements. Et d'ailleurs, de manière générale, c'est la problématique du pardon. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas réduire cette personne à cet acte-là, à un seul acte. Personne ne peut être réduit à un seul acte. De même, quand on dit quelqu'un qu'il est bon, c'est fragile la bonté aussi. En une seconde, on peut faire quelque chose de très mauvais. C'est jamais noir ou blanc. Voilà, donc personne n'est comme une image d'Épinal, bon ou mauvais. Donc réduire ou dire cette femme est une salope, cet homme est un ingrat, on peut pas. Oui, il a été ingrat avec cet acte, elle a été une salope avec cet acte. On ne peut pas réduire une personne à un seul de ses comportements. Donc pour moi, c'est la logique de la compréhension humaine de l'autre
Et la logique du pardon, c'est le refus de pétrifier un être dans un seul de ses comportements. Le deuxième personnage qui m'a intéressé, c'est un certain écrivain à succès, dans lequel on vous reconnaît rapidement, et jusqu'à même à un moment, vous citez la première phrase de M. Ibrahim dans le texte, donc vous ne pouvez pas nier que c'est vous. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas là, non plus de savoir si ce que vous racontez est vrai ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous êtes-vous mêlé à tous vos personnages imaginaires. Parce que ça me permettait de montrer comment la curiosité peut prendre différentes formes. Et cet écrivain, je lui fais raconter quelque chose, c'est-à-dire qu'il disait que quand il n'écrivait pas, quand il était jeune, quand il avait une vingtaine d'années, sa curiosité des autres, il n'arrivait pas à l'assouvir par l'écriture, alors il l'assouvissait dans les relations amoureuses. Donc il multipliait les liaisons, les aventures, histoire de se réveiller dans un appartement nouveau, histoire de prendre comme ça quelques jours, une nouvelle habitude. Donc il allait comme ça de femme en femme pour explorer la vie et pour explorer l'humanité. Et puis il y a un jour où il rencontre la femme de sa vie, Joséphine, et tout d'un coup, eh bien voilà, cette curiosité, elle existe toujours, mais enfin elle aboutit dans l'écriture. Joséphine le fixe, c'est-à-dire que tout d'un coup il cesse de courir après toutes les femmes, mais sa curiosité des autres, qui d'abord passait par la sexualité, elle va maintenant passer uniquement par le filtre de l'écriture, et il va continuer à explorer l'univers et la psychologie des autres à travers l'écriture. Et vous n'êtes pas en train de nous dire, là, quand on est écrivain, on peut plus être amoureux. Je vous dis qu'il est très amoureux. Non, mais il est plus un amoureux papillonnant comme il était avant. Il est amoureux d'une femme qui est suffisamment complexe, imprévisible, peut-être même tourmentée, qu'il n'y a plus besoin des autres. Elle résume toutes les femmes pour lui, parce qu'elle est un paysage continuellement changeant. Donc vous savez, quand on est amoureux, on est quand même toujours amoureux d'un mystère, on n'est pas amoureux d'une habitude. On aime ce qui nous échappe, ou ce qui peut nous échapper. Je veux dire, c'est ça l'altérité. Autrement, si on absorbe l'autre et qu'on le fait sien, il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus d'autre, il n'y a plus d'amour, on possède l'autre. Voilà, mais on n'est plus dans l'amour. L'amour, c'est la fascination pour un mystère. Et donc lui, il est dans cette vraie relation. Au fond, peut-être qu'avant, il n'a pas connu l'amour, il a connu des amours. Il a été libertin, sans doute très gentil avec chacune des femmes avec qui il a été, mais hop, on changeait. Il n'a jamais été amoureux. Maintenant, il est amoureux de Joséphine. Et sa curiosité des êtres prend le canal désormais de l'écriture plutôt que le canal de l'aventure pour s'exprimer. Et en même temps, il se pose la question, est-ce que l'un exclut l'autre, évidemment, comme tout homme. Je dirais. On n'en dira pas plus parce que je crois que si vous n'avez pas lu le livre, vraiment, c'est un livre avec vous. Alors on va terminer sur M. Ibrahim, puisque vous le représentez ce soir à la Cigalière. Pour moi, le livre et le film sont aussi émouvants l'un que l'autre. J'ai pris autant de plaisir à lire le livre qu'à voir le film. Donc on a parlé de Omar Sharif, déjà remarquable dans le film. Et ce soir, c'est encore une troisième version du même texte que vous allez présenter. Donc comment avez-vous travaillé le passage à la scène et surtout, oui, réalisé aussi. Non. Et surtout, dans la mesure où c'est un seul personnage sur scène. En fait, ça a d'abord été écrit pour la scène. Monsieur Ibrahim est un monologue de scène. D'accord. Alors tout le monde le prend pour un roman, parce que ça se lit comme un roman. C'est même étudié dans les collèges comme un conte philosophique. D'ailleurs, ils le mettent plutôt dans la catégorie conte philosophique. Mais je l'ai écrit pour un acteur qui s'appelle Bruno Abraham Kremer. Pas Bruno Kremer, Bruno Abraham Kremer. Et qu'il a créé sur scène, d'abord. À côté de Paris, puis ensuite à Avignon, puis ensuite à Paris. Et c'est un monologue de scène où l'acteur raconte son enfance et joue tous les rôles. D'accord, sa mère, Monsieur Ibrahim, etc. Et voilà, ça a été un tel succès que c'est devenu un succès de librairie, donc on le lit comme un roman. C'est le texte écrit pour le théâtre, en fait. Et après, le film. Donc en fait, ce que vous allez voir ce soir, c'est pourquoi ça a été écrit. D'accord, ça a été écrit comme ça. Et si c'est moi qui le joue, c'est encore une fois un hasard.
Oui, j'allais vous poser la question, pourquoi vous? Un truc de fou. Bon, moi j'étais monté sur scène un peu par hasard il y a quelques années quand j'avais fait mon livre qui s'appelait Ma vie avec Mozart. Oui. Où je racontais comment Mozart m'avait aidé à traverser des moments difficiles de l'existence. Et quand le livre est sorti, l'agent littéraire qui s'occupe de moi m'a dit tu devrais le présenter en même temps sur scène. Et donc à Bruxelles, on a présenté Ma vie avec Mozart, je lisais les extraits et il y avait un orchestre symphonique, un chœur, des solistes qui répondaient. C'est pas mal. C'est pas mal. Ma première expérience de scène, c'est ça, 2500 personnes, un orchestre symphonique, des chœurs. Voilà, c'est la première fois qu'on m'a poussé sur scène. Bon, les gens avaient l'air très heureux puisqu'ils étaient debout, ils ne voulaient pas partir. Donc, et je l'ai refait 2-3 fois. Enfin, plusieurs fois. Je suis allé le faire au Canada pour tester. Souvent, je vais tester des trucs au Canada parce qu'ils sont beaucoup plus gentils que les Françaises. Ils sont bienveillants. Je n'aurais pas un certain nombre de journalistes parisiens dans la salle avec les mitraillettes. Donc, je vais tester des trucs à Montréal. Voilà. Et donc, j'ai pris un peu plus l'habitude de la scène. Et puis après, je l'ai fait d'abord dans ma ville natale, Lyon, et puis ensuite. Et puis voilà, on prend ce théâtre Rive Gauche et il y a Monsieur Ibrahim qui est joué par Francis Lalanne. Et Francis Lalanne avait signé des dates de tournée, de gala, de chant. Et donc il y avait 9 soirs où il ne pouvait pas jouer. Et toute l'équipe de Rive Gauche me dit c'est une catastrophe financière, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils me disent reprenez la vieille tradition de l'auteur qui monte sur scène pour remplacer son acteur. Alors moi ils disent tradition, donc déjà ça me plaît, j'aime bien. Tradition de théâtre, tradition artistique, j'aime bien. Il y a des traditions que j'aime pas du tout, mais les artistiques, je les aime bien. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai une mémoire j'ai un laser, hein, je veux dire, apprendre un texte de 100 pages, je peux le faire en 2 jours, c'est pas un problème. Donc, je suis monté sur scène, et en plus, c'est moi qui l'avais écrit. Ça aide. Ça aide. Donc, et en plus, les émotions que ça portait sont les autres, elles sont toujours là, donc j'ai quand même la source. Donc, c'est plus facile. Et voilà, je suis monté sur scène, ça s'est merveilleusement passé, visiblement de la vie du public. Et donc voilà, j'ai dit, oui, pourquoi pas le faire de temps en temps, mais pas trop parce que je ne veux pas changer ma vie. Je veux continuer à écrire. Et voilà, ce soir, je suis ici parce que ça fait partie des jours précieux dans l'année où je vais aller jouer Monsieur Ibrahim. Donc voilà, j'ai très envie, j'ai rendez-vous. Quand je joue Monsieur Ibrahim, je fais vivre Monsieur Ibrahim. Et comme Monsieur Ibrahim, j'ai fait d'après mon grand-père, je peux vous dire, j'ai rendez-vous avec mon grand-père, qui est l'homme que j'ai le plus aimé dans mon enfance. Et donc voilà, je vais monter sur scène en disant qu'il va être là, avec ses silences qui comptent autant que ses paroles, avec son petit sourire, et puis sa philosophie de vie. Donc, ouais, et puis, vous savez, quand on est écrivain, on ne sent jamais les choses en même temps que ses lecteurs. Puisqu'on a écrit, puis vous, des mois après, des années, dans la solitude, dans votre lit, dans votre fauteuil, vous allez lire le livre. Mais moi, je ne vous vois pas lire. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Et là, tout d'un coup, je suis dans la salle et on vibre ensemble. Et ça, humainement, c'est assez, pour moi, c'est assez extraordinaire. Alors, c'est vrai que mes pièces de théâtre, j'ai l'habitude de voir le public réagir, mais mes romans, pas du tout. Et en tout cas, je ne suis jamais la source complète. Là, quand je joue un texte que j'ai écrit et que le public est là, vraiment je vibre avec le public et ça c'est une expérience que j'adore. La seule fois où j'ai vu un lecteur lire un de mes livres, c'est une histoire épouvantable. Je monte dans un train, un TGV, et, on est placé, vous savez, et je m'assois à côté d'un monsieur, pas très sympathique d'ailleurs, et qui sort un de mes livres. C'était l'Évangile selon Pilate. Il ne me reconnaît pas, de toute façon il ne me regarde pas. Et puis je me dis, bon, c'est bien, il ne m'a pas reconnu. Je vais voir l'effet que ça fait de lire un de mes livres. Et il a commencé, il s'est endormi. J'ai changé de place. Horrible. J'étais peut-être fatigué, cela dit. Oui, on va dire ça. Alors, dernière question, ensuite je passerai la parole à la salle si vous avez des questions. Est-ce que vous êtes sensible à la critique? Bonne ou mauvaise? Comme tous les artistes. Est-ce que vous les lisez d'abord? Parce qu'il y a des écrivains qui ne les lisent pas du tout. Je me renseigne.
Vous savez, moi j'ai une carrière dans 50 pays, alors autant vous dire que je ne dis pas tout ce qu'on écrit sur moi. Non, mais je vous posais cette question parce qu'en préparant l'entretien, je suis tombé sur une critique de Perroquet, qui était une mauvaise critique. Ah oui, on en a parlé. Non, mais je me suis dit, ce type n'a rien compris au livre. Ah non, mais en fait, c'est pour ça que ça ne me démolit pas, parce que généralement, quand c'est un éreintement, même parfois ils disent j'ai pas lu le livre. Je me souviens d'un éreintement d'Oscar et la Dame Rose par Patrick Besson, qui fait partie des gens qui ont une haine fidèle. Je ne parle pas de Philippe Besson, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Patrick Besson, qui est un écrivain journaliste, dont la spécialité est de dézinguer tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, et visiblement ça bouge beaucoup autour de lui. Et je pense qu'il est aussi un océan de frustration. Et un jour, il a écrit sur Oscar et la Dame Rose. Il a dit, je me souviens, il a dit, voilà, j'allais prendre un train, alors j'ai acheté un livre de Schmitt, puisque ça s'achète dans les gares. Merci déjà. Et puis il me dit, ça s'appelle Oscar et la Dame Rose. D'abord, je déteste le titre, parce que mon fils s'appelle Oscar, et que c'est l'histoire d'un enfant qui meurt. C'est d'un niveau d'interprétation littéraire quand même. On sent l'homme qui a consacré sa vie aux lettres, là. Et ensuite, il dit je ne l'ai pas lu, je ne le lirai pas, mais je sais que c'est mauvais. Ça, c'est moi, c'est pas une critique. Non, mais j'adore, moi, j'adore. Mais ça s'appelle un a priori. Mais oui, mais il y a ça dans notre monde. Oui, je sais, c'est pas grave. Moi, on lit mes livres, lui, on lit ses critiques, moi, on lit mes livres. Mais c'est pas de la critique, je veux dire. Parce que quelqu'un que je respecterais et qui aurait un vrai point de vue, moi je suis toujours à la recherche de vraies critiques. Je peux vous dire que, d'abord, moi je me malmène beaucoup, je suis quelqu'un qui, quand je me passe au scalpel, je peux vous dire que je ne me fais pas de cadeaux. Et ensuite, j'ai dans mes proches des gens qui ne me font pas de cadeaux. Et quand on commence à me faire des cadeaux, je peux vraiment... oui, voilà. Mais c'est très difficile, mais voilà, donc quand j'étais jeune, oui, ça m'agaçait un peu de temps en temps de lire comme ça des descentes en flammes, mais comme c'est toujours, il parle de quelqu'un d'autre que moi, et il parle aussi d'un autre livre que celui que j'ai écrit, ou d'une autre pièce que celle que j'ai écrite, franchement, ça me touche pas beaucoup, voilà. Et puis moi j'ai quand même de la chance, parce qu'avec le succès que j'ai, je devrais en prendre beaucoup plus dans la tronche que j'en prends. Oui, vous êtes relativement épargné. Je trouve, parce que vu le succès que j'ai, je devrais quand même en recevoir beaucoup plus. C'est mal vu. Mais comme, à part 2 ou 3 imbéciles, jamais personne n'a pu dire que j'écrivais mal ou que j'écrivais... donc ça va, je suis un peu légèrement épargné. Mais ça fait partie d'une vie d'artiste. Je me souviens de Omar Sharif, sur le tournage de Monsieur Ibrahim. J'allais sur le tournage pour le plaisir de parler avec Omar Sharif, parce que, bon, maintenant il va très très mal, mais à l'époque il allait très très bien. Et oui, il a un Alzheimer. Et j'avais lu des papiers horribles sur Omar. Et un jour on en parle comme ça, je lui dis, mais ce que j'ai pu lire sur toi, c'est inimaginable. Et il prend son petit air malin et il me dit, t'es pas critiqué, t'es pas connu. Oui, c'est vrai, toute critique est meilleure que le silence. C'est ça. Oui, mais c'est aussi l'exposition vous amène un certain nombre de critiques parce que vous êtes exposé. Moi, il m'est arrivé que des journalistes pas cons du tout, qui après d'ailleurs sont venus s'excuser auprès de moi en disant maintenant que j'ai lu plusieurs livres de vous, je regrette ce que j'ai pu écrire, mais qui m'ont pris en route, et donc ils m'ont pris en route comme un auteur à succès. Oui. Et ils ont lu le livre en se disant, alors qu'est-ce qu'il a fait pour avoir du succès dans ce livre? Mais on n'écrit pas un livre comme ça. On écrit un livre avec son cœur, ses tripes, sa sensibilité. On n'écrit pas pour avoir du succès. Il se trouve que ça a du succès parfois. Vous voyez? Et après, ils sont venus me dire, mais je suis désolé, je vous ai lu à travers un prisme. Maintenant que je connais plusieurs de vos livres, je vois que vous renouvelez, que vous ceci et cela. Mais c'est comme ça une carrière. C'est normal. Il n'y a pas d'artiste qui... Mais moi, j'ai la chance d'être très, très bien soutenu, d'être vraiment aimé et d'être très critique avec moi-même. Moi, je crois que c'est la condition de base de l'écriture. Mais en fait, je crois que si j'écris autant, c'est parce que j'ai jamais été vraiment satisfait. Ah. Non, mais vous savez, il y avait un comique américain qui faisait un numéro de burlesque musical dans les années 50, je me souviens plus de son nom. On trouve ça sur Internet.
il était pianiste et il disait je vais vous jouer la Rhapsodie numéro 2 de Liszt pour piano. Et il ajoutait oui, il n'était pas content de la première. Mais c'est une boutade, mais c'est un peu ça, je veux dire. La poursuite du chemin de l'écriture, c'est la poursuite de l'excellence. On se dit, oui, c'était pas mal, mais cette fois-ci, je vais, parce que j'ai encore plus. Mais c'est vrai qu'il y a la maîtrise vient avec le temps, etc. Et voilà. Et puis après, de temps en temps, on est surpris on regarde un texte du passé, on se dit non, c'est pas mal finalement, c'est vrai, ils avaient raison. Mais il ne faut pas vivre dans le rétroviseur, il faut vivre sur un élan. Et puis en plus. Moi, ce qui compte, c'est la créativité aussi. Parce que on dit souvent que moi, j'écris beaucoup. Le théâtre, les contes, les nouvelles, les romans, etc. Et quand je m'ennuie, je vais faire un film, etc. Donc, je suis un peu... voilà. Mais c'est parce que c'est pas moi qui vais décider de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, et de ce que je fais de mieux, de ce que je fais de moins bien. C'est à vous. C'est-à-dire, tel livre va vous nourrir. Je pense que si on parlait dans la salle... tout le monde n'aurait pas le même livre préféré. Et tant mieux. Voilà. Et voilà, c'est à vous de décider. Moi, j'essaie de faire le mieux à chaque fois. Vraiment le mieux, je donne tout. Et puis après, il faut continuer. Il ne faut pas regarder derrière. Il faut pratiquer une forme d'intranquillité, de non-tranquillité dynamique qui permet d'avancer. Je veux dire, si on se réveille tous les matins en disant « je suis quelqu'un de merveilleux », c'est pas possible, c'est pas une vie, il faut juste un miroir, c'est plus la peine de vivre. Voilà, moi j'avance. Merci beaucoup. Je crois qu'on a dépassé le temps, Pardon. Et s'il y a quelques questions dans la salle, je pense que... pas de problème. Bonjour. Donc, moi, je vous ai rencontré aussi dans une gare, je suis désolée. Je suis pas Madame Besson. Moi, j'achète mes livres aussi dans les gares, souvent. Donc, j'ai horreur des gares et j'ai horreur des trains. Une fois, je devais partir à Paris et puis je vous ai vu. Moi, j'ai dit, il me plaît, je vais partir à Paris avec vous. Et puis, finalement, j'étais trop déçue parce que j'ai pas vu le temps passer. Depuis, je lis beaucoup de vos livres. Et puis après, j'ai l'impression c'est très profond. C'est léger et profond. Et on a l'impression d'être intelligente. Mais j'espère que c'est pas une illusion. Merci. Merci. Une autre question? Je trouve que c'est intéressant de traiter des sujets graves d'une façon qui fait qu'on peut s'attarder dans le sujet mais sans se plomber. Oscar et Adam Rose, c'est sur l'histoire d'un enfant malade, c'est de tout ce dont on ne veut pas entendre parler, tout ce qu'on ne veut pas autour de soi, et tout ce qu'on vit, forcément. Mais on a besoin d'en parler, on a besoin de réfléchir à la fragilité de la vie, on a besoin de penser à notre essentielle vulnérabilité, à la vulnérabilité des autres. Moi je pense que plus on est conscient que les autres sont vulnérables et qu'on est vulnérable soi-même, plus on est aimant, plus on est tourné vers les autres, parce que voilà, la seule chose que nous apprend la mort, c'est qu'il est urgent d'aimer. Donc voilà, je pense qu'il faut parler de choses graves, mais pas gravement. La vie est une tragédie, donc inutile d'écrire des tragédies. Essayons plutôt de rendre la vie vivable et de l'habiter. Cette vie, en l'aimant telle qu'elle est, pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est. Oui, je voulais vous poser une question. Je reviens au théâtre. Sur le théâtre privé, le théâtre public. Je ne sais pas, vous serez d'accord avec moi. Il y a quand on a des programmations, on a l'impression qu'il y a quand même des auteurs, que ce soit dans le répertoire, que ce soit dans les auteurs contemporains, il y a un petit peu des auteurs qui sont préférés dans le théâtre public, dans le théâtre privé. Comment vous voyez tout ça? Vous-même, j'ai l'impression que vous êtes plus joué, enfin je dis peut-être des bêtises, hein, mais je ne vous vois pas souvent dans le théâtre public. Alors, oui, moi souvent j'ai été créé dans le théâtre public et ensuite exploité dans le, entre guillemets, enfin, le spectacle a été joué dans le théâtre privé. Exploité, ça fait un peu à la mine. Il y a des frontières, il y a des barrières, il y a des frontières, effectivement. C'est une spécificité française. On a effectivement un double système en France, qui est le théâtre subventionné et le théâtre privé. Le théâtre privé est condamné à faire des bénéfices,
Autrement, on ferme la porte et le théâtre subventionné est aidé par la subvention et c'est très très bien parce qu'il faut aussi qu'on monte parfois des auteurs qui ne sont pas commerciaux du tout. Bon, en même temps, quand le théâtre subventionné monte du Molière ou du Feydeau, on ne peut pas dire qu'il fait preuve d'un courage extrême. Voilà. Pour moi, il y a une trahison du théâtre subventionné qui ne crée pas assez de contemporains. Je trouve vraiment le théâtre subventionné paresseux, parce que c'est de l'argent public, donc c'est la mission. Quand on prend l'histoire du théâtre au XXe siècle, il faut se rendre compte que, à part Coltès, tous les auteurs ont été créés dans le privé. Même Beckett, Ionesco, parlons pas d'Anouilh, Giraudoux, Claudel, etc. Ça a toujours été le théâtre privé qui a fait vivre et connaître les auteurs. Donc, le théâtre privé, il n'a aucun devoir. Je veux dire, c'est des commerçants. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ils essayent de gagner leur vie et on doit respecter ça. Donc, eux, ils n'ont aucun devoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent monter mon cul sur la commode, et Dieu sait qu'ils le font. Voilà, c'est leur business. Par contre, le théâtre subventionné, il a des obligations, il a des devoirs, et celui de faire travailler les gens. Alors, ils font travailler des comédiens, ils font travailler des metteurs en scène, ils font travailler des administrations aussi, mais ils font assez peu travailler d'auteurs. Et moi, c'est un de mes grands thèmes. Et je dis ça en étant un auteur heureux. Donc je ne suis pas en train de réclamer pour quoi que ce soit pour moi. En plus, moi, dans le monde entier, je suis joué dans des subventionnés comme dans les privés. Enfin, j'ai aucun problème avec ça. La Comédie Française m'a demandé des pièces, etc. Donc le subventionné aussi me demande des choses. Mais je parle des autres, là. Je trouve que c'est la mission du subventionné de faire jaillir les nouveaux auteurs et de les payer. Parce qu'au fond, un auteur est toujours payé sur le prix du billet. Et le prix du billet est descendu par la subvention. Voilà. Alors en Allemagne, par exemple, il y a un rétablissement pour que l'auteur ne soit pas le seul qui ne vive pas de son art. Voyez. En France, quand vous dites ça, vous entendez pique-pan. Donc 2-3 fois, je suis allé à des états généraux du théâtre, comme ça, c'est toujours des trucs un peu prétentieux, états généraux du théâtre. Et voilà, j'ai tenu un discours d'un quelqu'un qui a malgré tout une expertise internationale, puisque je peux vous expliquer comment marche le théâtre dans des tas de pays. Et personne ne m'écoute. Tous les ministres de la culture depuis 20 ans, je les ai rencontrés. Je leur ai tous dit, allez en Finlande, examinez comment ça marche en Finlande. Tous me disent, oui, c'est très intéressant. Quand un homme politique vous dit c'est très intéressant, vous savez que voilà, c'est dans la poubelle. Voilà, mais alors on en rit parce que c'est une tragédie, donc il faut en rire. Mais là, je trouve qu'il y a une petite insuffisance. Alors moi, je m'étais battu pour que le théâtre du Rond-Point à Paris existe, qui est un théâtre dirigé par... Vous avez été au AT, Où ? Oui. Du théâtre. Voilà, exactement. J'ai soutenu ça, pas pour moi, mais pour les autres. Comme Yasmina Reza avait soutenu ça, pas pour elle, mais pour les autres. Nous, on est des privilégiés, mais on sait que c'est important que les auteurs contemporains existent, et en France d'abord, parce qu'en plus on ne peut pas exister à l'étranger si on n'a pas d'abord existé en France. Donc on a soutenu tout ça, etc. Et je soutiendrai toute ma vie, et chaque fois que j'ai l'occasion, j'accuse le subventionné de trahison, ce qui va sans doute pas arranger mes affaires dans le subventionné, mais enfin, un jour, non, on n'a pas le temps, mais je vous raconterai mes histoires avec la Comédie Française, c'est à mourir de rire. Bon. Non. Les absurdités. Non, mais attendez, moi je suis un bavard, hein, attention. Je préfère vos questions. Une dernière question peut-être. Alors je vais vous raconter l'histoire de la Comédie Française. C'était il y a quelques années, et l'administrateur, le secrétaire général pour l'administrateur vient me dire « Ah, monsieur Schmitt, ça serait extraordinaire qu'on ait une pièce de vous à la Comédie Française. » Je lui dis, alors moi je lui dis dans quelle salle? Elle me dit, mais la grande, la Richelieu. Je dis, bon d'accord. Et alors on commence à avoir des rendez-vous, etc. Je leur parle d'un sujet. Ils me disent, mais il faut que ça passe par le comité de lecture. Alors j'ai dit, qui y a dans le comité de lecture? Il y avait un de mes ennemis. Donc je dis, bah vous l'enlevez lui, d'ailleurs on l'enlevait. Et tout ira bien. Ah bah, tout avance. Et puis, énième rendez-vous, on me dit, mais vous n'allez pas nous faire le coup d'Anouilh. Alors, je dis, c'est quoi le coup d'Anouilh?
Alors Jean Anouilh avait promis une pièce, Jean Anouilh avait promis une pièce à la Comédie Française qui était Les Poissons Rouges. Et puis il disait on allait rentrer en répétition quand Anouilh s'est rendu compte de ce qu'il avait gagné en droit d'auteur dans un théâtre privé et ce qu'il avait gagné sur uniquement 50 représentations à la Comédie Française. Alors, je dis écoutez, si ça peut vous rassurer, ça fait longtemps que j'ai fait le calcul, je vous sacrifie ma pièce et je viens bien chez vous. Et puis, rendez-vous suivant, ils me disent non mais ce qui est bien, c'est que quand même vous êtes à un niveau de carrière tel que bon, si c'est un échec, vous survivrez. Je fais ouais. Et je dis pourquoi vous dites ça? Et ils me disent ah bah non, c'est évident, à votre âge, avoir une pièce, salle Richelieu, etc. Toute la critique va vous attendre avec les bazookas, c'est sûr qu'ils vont vous descendre, etc. Ça va être insupportable à tout le marigot critique. Alors j'aurais dit bah écoutez, vous me jouerez mais quand je serai mort. Ce qu'ils feront, j'espère. Ce qui veut dire. Non, mais volontairement. Mais je vous dis pas que la prochaine fois je dirais pas oui, c'est vrai que maintenant, mais c'était il y a 10 ans ça. Il y a 10 ans, je me sentais un peu fragile sur là-dessus. Maintenant, je m'en fous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. L'amitié fait la vie de Savinor, tiens, c'est tout d'abord monsieur Schmitt pour Savinor, et bien sûr pour le temps qu'il nous accorder très gentiment. Monsieur Schmitt, derrière, d'ailleurs, pour une petite demi-heure, accepte de bien vouloir faire une petite dédicace, si les gens peuvent repartir avec ce souvenir, un petit souvenir. Moi, je tiens à remercier la communauté d'agglomération pour ce partenariat de la Cigalière, bien sûr, dans le cadre de Mars des auteurs, plus particulièrement aussi la Médiathèque de Béziers, parce que j'y travaille aussi à la Médiathèque de Béziers. Donc, c'est un projet commun qu'on a mené aujourd'hui. Et un grand merci à monsieur Emelich. La présence de la librairie de Carton permet cette petite séance de dédicace pour une petite demi-heure. Voilà. Ça se passe juste là, je vous accompagne, monsieur. Le 5 Allez, bonne journée, au revoir. Oui, oui. Là, il va faire meilleur. Je vous en prie. Super. Il nous attend, tranquille. Je pense que le soir, il faudra demander à l'accueil, je pense. Ça sera le mieux. Ça sera le mieux. Non.
c'est